Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Merci Jean-Paul pour l'invitation renouvelée, merci d'être là. Je me rends compte que ce cycle est une sorte de série de films préférés, ce qui fait que ça fait une sorte de pression de vous présenter à chaque fois des films que j'adore, parce que d'abord on en dit que le quart du tiers de ce qu'il faudrait en dire, et on a toujours peur, y compris là, moi je suis un peu en fin de bronchite, de torpiller la présentation faute de souffle. Alors je vais être brève, pourquoi ce film est inclus dans notre cycle. D'abord parce que je pense que Max Ophüls est l'un des plus grands cinéastes en général et en particulier de mélodrame, on pourrait dire. Bien que cette notion, ce genre soit élastique, mouvant, poreux, comme vous avez pu le constater. Ophüls, vous le connaissez sans doute au moins pour la dernière partie de son œuvre, c'est-à-dire la partie française, quand il est revenu en France en 1950 et qu'il a enchaîné La Ronde, Madame II, Lola Montès, Le Plaisir, avant de mourir prématurément à 55 ans après Lola Montès. Films qui ne sont pas si vus que ça, notamment Lola Montès, film fou, assez baroque et génial, et beaucoup moins classique et sec que le film qu'on va voir aujourd'hui, qui fait partie de sa période hollywoodienne. Donc il était allemand, il a commencé à travailler au théâtre et il s'est intéressé au cinéma seulement à partir du moment où il a parlé, où le cinéma était capable d'avoir des dialogues. Donc début des années 30, il a commencé à tourner pour la UFA notamment. Alors j'ai pas vu tous ces films loin de là, mais je me souviens de Liebelei, un très beau film qui doit dater de 31, 32. Et puis ensuite, il a dû partir à cause du nazisme. Il était juif. Sa femme et son fils et lui partent donc en Europe d'abord. Il fait des films dans différents pays d'Europe. Il s'installe un peu en France. Il prend même la nationalité. Et puis, rebelote, en 41, il doit partir, cette fois-ci à Hollywood, et il va passer de longues années sans pouvoir encore y travailler. Donc ce film-ci, c'est son deuxième film à Hollywood. Le premier, c'était un film de KPDP, L'Exilé. Et ce second film... alors, dans notre cycle, vous aurez remarqué dans notre cycle mélodrame, pour ceux qui reviennent, et j'en vois beaucoup, c'est aussi des films de femmes, au sens où ils sont au centre et de leur intrigue et, j'allais dire, de leur point de vue aussi, une figure féminine. Malheureusement, elles ne sont pas des films réalisés par des femmes, n'exagérons rien. On est quand même dans le Hollywood de l'après-guerre ou de la guerre avec ces films qui se centrent autour de femmes. On a vu des grandes actrices déjà, Greta Garbo, Barbara Stanwyck, et je suis contente qu'au cœur de Lettre d'une inconnue, donc Letter from an Unknown Woman, puisque c'est un film américain, il y ait cette actrice trop discrète, Joan Fontaine, donc la sœur, la petite sœur de Olivia de Havilland, puisqu'elle s'appelait Joan Beauvoir de Havilland, s'il vous plaît, quel nom. Et qui est discrète parce que, au fond, je pense que ça correspondait à sa personnalité peut-être, mais en tout cas les rôles qu'elle a joués étaient souvent des rôles de jeunes femmes, plus jeunes que ce qu'elle n'est vraiment, angoissées, peu sûres d'elle-même. Et c'est intéressant comme persona aussi d'actrice à Hollywood. Elle a commencé en 1935 grâce à Georges Cukor, dont on a vu le roman de Marguerite Gauthier au début de ce cycle. Elle a continué avec George Stevens dans le premier film de Fred Astaire sans Ginger Rogers. Malheureusement pour elle, elle ne savait pas danser, elle l'avait dit d'ailleurs, et donc ça a été un échec et ça lui a valu une mauvaise réputation pendant quelques années au milieu des années 30, et heureusement, encore grâce à Georges Cukor, très très grand cinéaste d'actrices, de femmes aimant vraiment les actrices, elle va jouer un rôle petit mais important dans sa carrière quand même, dans The Woman, femme en français. Vous savez, ce film avec uniquement des femmes. Et donc, ça, c'est en 1937.
Et surtout, bien sûr, grâce à David Selznick, le directeur de studio, elle va jouer dans le premier film américain d'Hitchcock, c'est-à-dire Rebecca. Elle joue la seconde Mrs. de Winter, l'héroïne de Rebecca. Si vous avez vu ce magnifique film un peu de gothique féminin d'Hitchcock, c'est donc elle qui, en voix off, ouvre le film. Je me souviens... j'ai oublié, Manderley, retourner à Manderley. Voilà. Et donc, il y a cette façon d'être à la fois très présente, très suave et en même temps en retrait, avec une forme de timidité. Donc, c'est une actrice que j'aime beaucoup, qui joue ensuite dans Soupçon avec Cary Grant d'Hitchcock en 1941. Et ce film-là, on est déjà en 1948. Voilà, à mon avis, c'est son meilleur rôle. J'avais dit que je ne parlerais pas beaucoup avant le film. J'espère qu'il vous plaira. On va parler, on rentre vraiment dans le dur du mélodrame. Hein, là, c'est... Attention. Donc, j'espère que vous resterez malgré tout, malgré d'éventuelles larmes. Et je vous souhaite une bonne projection. À tout à l'heure. Évidemment, je ne vous avais pas dit que ça venait d'une nouvelle de Zweig, comme il était indiqué sur l'affiche. C'est une nouvelle de 1922. Les histoires d'adaptation ne m'intéressent pas tellement, mais je voulais souligner que le prologue et l'épilogue, c'est-à-dire cet encadrement avec un duel, c'est complètement un ajout de Ophuls. Ça n'est pas dans la nouvelle, cette histoire du duel. Et une autre chose, et puis je ne vais pas jouer au jeu des 7 erreurs de l'adaptation ou des modifications, mais une autre chose quand même dont je me souviens, c'est qu'à la fin de la nouvelle, il n'y a pas ce moment de reconnaissance. Donc de ressouvenir. Donc ça ne finit pas sur tout de même la satisfaction, certes mélancolique parce que trop tardive, mais de la reconnaissance. Évidemment, c'est important parce que là, c'est pour ça que je disais qu'on était au cœur du mélodrame. On pourrait dire aussi qu'est-ce qu'il y a au cœur du mélodrame, sinon je n'ai pas envie de dire une illusion, en tout cas une croyance que l'amour peut découper un espace et un temps autre. Voilà, autre. Donc autre de ce qui existe déjà dans la société établie, des contraintes à la fois sociales, familiales, morales, etc., conjugales, qui existent pour la personne amoureuse. Ce qui me frappe, en tout cas dans la construction du film, véritablement, pas seulement dans l'histoire, mais vraiment le film tel que Max Ophuls l'a travaillé, puisqu'il a travaillé au scénario avec le scénariste Howard Koch, c'est ce travail sur la circularité, sur la répétition, sur la reprise. Alors, la circularité, quand il revient en France, je vous ai dit que ces films du début des années 50 sont encore plus explicites là-dessus. La Ronde, si vous avez vu La Ronde, tout le dispositif de La Ronde, c'est un film sur l'amour, mais par épisode, qui a vraiment un dispositif assez formaliste, puisque c'est un manège. Il y a une sorte de monsieur loyal qui anime un manège et qui fait tourner le manège, et selon l'endroit où on s'arrête, on descend et on monte et on raconte une histoire. On va y revenir à cette histoire de manège parce que c'est aussi important dans ce film-ci, cette séquence au Prater, au parc d'attractions viennois. Mais donc la circularité dans La Ronde, elle est évidemment et dans le titre et dans ce dispositif narratif très voyant du manège. Ici, c'est autre chose. C'est plus classique, justement, plus hollywoodien. Hollywood, en quoi ça contraint Ophuls? Ça le contraint plus sur des mouvements de caméra dont vous avez vu qu'ils sont virtuoses. Il est avec son directeur de la photographie allemand, qui est le même donc, que Liebelei, plus de 15 ans plus tôt, Franz Planer. Mais vous voyez que ça, c'est documenté dans le montage, etc. On a eu tendance à plutôt couper ces envolées
et sa tendance à la très longue prise, au sans coupe, etc. Donc c'est virtuose, mais moins que les films qu'il fera après de retour en France. En revanche, ce qu'il y a, donc, c'est cette circularité narrative et le fait, par exemple, que d'abord le retour dans les lieux, comment les lieux existent. Moi, c'est ce qui me frappe à chaque fois que je le vois, c'est la précision qu'on garde en tête du décor. Si bien que comment ça fonctionne dans la mise en scène, c'est que la première fois, exemple comme ça, la brasserie, c'est rien. Je veux dire, c'est un décor qui n'est pas a priori important. La brasserie où il a ses habitudes, au coin de la rue près de l'immeuble où elle a grandi, et où ensuite elle revient quand il n'est plus client, et quand on voit que le serveur a vieilli, etc. Évidemment, comment ça fonctionne, c'est que la première fois, on y reste assez longtemps et les plans sont très élaborés, les plans, les travelling avec des volutes comme ça à l'intérieur, ce qui fait qu'on a, et les décors aussi sont extrêmement élaborés, c'est-à-dire qu'il y a toujours, vous remarquez, plusieurs niveaux. C'est pas complètement plan, il y a des espèces de demi-étages, de semi-étages, de 2-3 marches, etc. Donc les choses, il y a une théâtralité forte du décor, une complexité de l'espace, et qui nous est donnée à voir dès la première fois qu'on rentre dans cet espace, avec le jeu de vitres, etc. Et puis du coup, quand elle revient, finalement la séquence est courte, et on est tout de suite, on reconnaît, nous, tout de suite le lieu, et on a tout de suite cette espèce de familiarité spatiale parce qu'on a déjà bougé à l'intérieur avec la caméra. Évidemment, ça, c'est encore plus émouvant dans la façon dont il traite l'immeuble, bien sûr. C'est le principal, c'est le décor principal de toute cette première partie, et c'est dans ce lieu qu'elle revient le plus. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ce travail sur la reprise et sur ce que nous fait émotionnellement le fait de revenir dans un lieu dépeuplé, en gros, désaffecté, c'est évidemment l'important, c'est que la première fois qu'on y est, c'est extrêmement bien décrit, c'est-à-dire qu'il y a une façon dont la mise en scène fait exister ce lieu. Alors, je trouve absolument génial le début avec l'emménagement. C'est-à-dire qu'on fait emménager ce musicien dont elle tombe amoureuse avant même de l'avoir vu. Vous vous souvenez, elle tombe amoureuse par l'oreille, pour ainsi dire, par d'abord la vision des différents objets qu'on rentre chez lui. Au début, c'est pas un piano, c'est une harpe, puis ensuite c'est le piano, etc. C'est une grande importance dans le film du piano, de la musique. Quelque temps avant, je ne me souviens plus de l'année, Ophuls avait réalisé un documentaire, mais qu'il avait tourné sur, je crois, 21 heures d'affilée. On n'avait pas encore la vidéo, donc c'était assez une prouesse sur je crois que c'était une pièce de Chopin, un pianiste qu'il filmait avec des angles très compliqués, certains dont on avait l'impression qu'ils étaient effectivement pris de l'intérieur du piano, d'ailleurs. Voilà. Donc le piano, c'est pas n'importe quoi. Le rôle de la musique aussi dans le film est très important. Peut-être qu'on y reviendra. Mais en tout cas, tout ce début avec l'emménagement de Stéphane, avant même qu'elle le voie lui, est très important parce que on voit bien qu'il pose la tension dans le film entre, je dirais, ce qui est de l'ordre de l'élévation, du côté éthéré, très imaginaire comme ça de cet amour, avec le fait qu'elle est en dessous. Vous vous souvenez, l'adolescente à sa balançoire puis qui regarde vers le haut parce que elle se met déjà à se faire un film, à se projeter dans ce qu'elle n'a même pas encore vu. Et puis donc cette tension entre tout ce qui est de cet ordre de cet imaginaire amoureux surdéveloppé, disons, chez elle, et puis quelque chose de très matériel, sans quoi je trouve que le film ne marcherait pas. C'est-à-dire qu'il faut cette lourdeur du piano, cette matérialité des objets, le pas des chevaux qu'on voit sur le pavé. Voilà. Et tout ça, c'est un travail de pure mise en scène, pas seulement d'élaboration des décors, mais aussi de la façon dont ils sont cadrés, dont on reste sur le pas des chevaux sur le pavé, comment la neige, quelle texture à la neige, etc. Ça marche particulièrement dans les différentes entrées, les différents escaliers
de cet immeuble. L'entrée par la cour, l'entrée par l'escalier principal, le fait qu'il y ait le petit escalier en plus dans lequel elle se perche quand finalement elle décide de ne pas aller le voir puisqu'il rentre avec une femme, hein, vous vous souvenez, la première fois. Et puis surtout, donc, sur ce travail de reprise, je trouve que ça nous... Alors, moi, en tout cas, ça fait un coup au cœur quand on se dit elle a enfin réussi à être la femme qui rentre avec lui telle qu'elle l'avait vue lui rentrer avec une amante précédente. C'est-à-dire qu'elle a réussi à se mettre elle-même dans le film. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça nous est signifié par le fait qu'on a le même angle de plongée. Simplement, ça n'est plus elle qui regarde, mais nous, spectateurs. Et ça, c'est quand même un pacte ou quelque chose qui est tissé avec nous, spectateurs, qui est que véritablement, on épouse son point de vue à tel point qu'ensuite on devient celle qu'elle était en train de la regarder elle dans l'image. Et donc ça, c'est à la fois d'une grande simplicité, je veux dire, il y a un classicisme très très fort du film, et en même temps, c'est pas si évident à élaborer dans un film, avec des éléments apparemment simples, comme ça, des blocs. Il n'y a rien en soi d'expérimental ou de particulièrement voyant, je trouve, du point de vue de la proposition formelle. Donc, c'est cet équilibre-là entre le fait qu'elle se projette à plein tube, je dirais, pour employer une expression un peu triviale, et le fait que tout ça soit ancré dans la matérialité des objets. Le premier objet qui circule, bien sûr, c'est la lettre. Le premier objet dans le sens de ce qu'on voit au début, mais ensuite, bien sûr, toute la matérialité, alors, du piano, de la musique, qui elle-même a une lourdeur, puisque la musique, elle prend des incarnations différentes, et notamment la musique militaire, la fanfare militaire quand elle est à Linz, et qui est d'une lourdeur insupportable, comprend-on pour elle, puisque c'est cette vie provinciale qu'elle a sans doute, qui est l'un de ses destins possibles. Donc la musique ne revêt pas n'a pas une seule valeur, disons, dans le film. Elle a plein d'incarnations différentes et plein de pesanteurs, de poids différents. Le piano lui-même, qu'elle regarde en contre-plongée quand elle est assise, quand après le bal, elle lui dit « mais vas-y, s'il te plaît, mets-toi au piano ». Et on voit d'ailleurs que Louis Jourdan, il est pas mal, il joue effectivement pas mal du piano, je pense. En tout cas, il fait très très bien les mains de pianiste, mais en tout cas, donc, on la voit, elle, assise à ses pieds, et donc elle est de dessous, et donc ce qui renvoie à cette phrase qu'il lui a dite « depuis quand êtes-vous dans mon piano ?» Mais donc le piano que l'on voit à la fin fermé comme un cercueil, et si vous êtes venu voir Elle et lui de Léo Macaré la dernière fois, vous vous souvenez qu'il y a aussi cette utilisation du piano qui fait penser à un cercueil, cette utilisation mélancolique de l'instrument une fois qu'il ne joue plus. Donc il y a évidemment d'autres occurrences de la reprise, du retour, ne serait-ce que 15 jours, seulement 15 jours. Hein. C'est la phrase que lui, l'amant, dit en partant à Milan. On ne sait pas d'ailleurs s'il le dit en ayant la conscience donjuanesque que non, ce ne sera pas 15 jours, ce sera 15 ans. Ça reste un peu mystérieux, même si Max Ophüls a pu dire, je crois que c'était un entretien au Cahier du cinéma, qu'il avait dans la tête une histoire de Don Juan, d'une certaine façon. Et effectivement, le mari, dans ce film-ci, ressemble quand même à une sorte de statue du commandeur. Hein. Quand il dit à sa femme « Je te préviens, j'utiliserai tout ce qui est en mon pouvoir pour l'empêcher », comme par hasard, derrière, il y a des épées, des armes, etc. C'est vraiment le patriarcat dans tout ça. Bon, donc voilà, pourquoi je disais ça ? Oui, pour les 15 jours, seulement 15 jours, bien sûr, la reprise, c'est le fils qui dit à sa mère, seulement 15 jours avant de mourir
plus tard du typhus. Donc, et bien sûr, toute la structure en enchâssement, qui est donc proprement ophusienne, joue aussi de cette circularité entre le moment où il reçoit la lettre et le moment où il décide finalement de ne pas se soustraire à ce duel. Donc on peut imaginer une forme de décision de suicide d'une certaine façon. Cette idée de répétition, de retour et de circularité, elle ne marche évidemment de manière mélodramatique que parce qu'il n'y a pas ce moment de reconnaissance. Bien sûr, tout le film est basé là-dessus, sur le fait qu'elle espère à chaque fois être reconnue. J'allais dire, mais quand on y pense, elle l'espère même quand il ne la connaît pas encore. Parce que dans la façon dont, adolescente, elle tient la porte en bas, elle se met déjà dans une posture, vous vous souvenez, elle referme la porte un peu sur elle, elle est dans le coin, ça fait une sorte de triangle comme ça. Il y a cette corde du store, je pense, de la porte qui pend avec une sorte de, une corde un peu de pendu, là. Et c'est étrange, c'est-à-dire qu'elle est déjà transie avant même que quoi que ce soit ait commencé. C'est la première fois qu'elle le voit, et donc on voit bien que ça enclenche quelque chose qui va être de l'ordre de la répétition et de la reprise, et qu'elle ne va pas se sortir de ça. Évidemment, plus à chaque revoyure, il y a un suspense qui est construit, et je trouve que la dernière occurrence avec le champagne est particulièrement bien écrite, assez poignante dans ces deux espaces, puisque lui, comme ça, virevoltant, allant chercher du champagne, de la glace, etc. Et elle, finalement pas très loin, à quelques mètres de là, mais Ophuls arrive à nous faire sentir qu'ils sont chacun dans un espace-temps différent. Et bien sûr, l'espace-temps, c'est le rapport au temps qui est absolument différent pour l'un comme pour l'autre. Mais ce qui est poignant, c'est qu'à chaque fois, on a l'impression qu'il fait un geste ou qu'il dit une parole de reconnaissance. Donc la parole de reconnaissance, c'est « mais vous, votre visage, quand je vous ai vu, c'était ce visage. Je savais que on feuillette toute sa vie des visages, jusqu'à ce qu'on ait envie que voilà, celui que vous avez sur le bout de votre mémoire, etc. » Ce discours-là, il est exactement le discours que l'amoureuse a en tête. C'est ça qui est, je trouve, extrêmement touchant, frustrant, poignant. C'est qu'en fait, le Don Juan du film tient le discours quasi exact de la reconnaissance, et pourtant ne la reconnaît pas. De même qu'il fait le geste, vous vous souvenez, de dévoilement, qui consiste à lever sa voilette, geste que l'on voit une deuxième fois, puisque quand il a l'attaque de flashback finale, où on se dit, bon, quand même, il se rappelle un tout petit peu quelque chose, puisqu'il a lu la lettre, il a vu le film, comme nous. Donc on a une petite séquence de montage où on revoit quelques petits moments. Et bien dans ces rares petits moments, il y a le moment où il soulève la voilette. Donc c'est ça qui est, je trouve, extrêmement bien fait, c'est qu'il est au bord de la reconnaissance, et ce qui nous rend donc encore plus palpable son déni, si vous voulez, ou son cloisonnement, le fait qu'il est cloisonné à lui-même. Vous vous souvenez qu'elle dit au début dans la lettre, il y a deux naissances dans la vie, il y a la première, voilà, le jour de notre naissance, et puis une deuxième, le jour de la naissance de notre conscience. Quand elle le dit dans la lettre, c'est au moment où c'est encore Guilleret, puisque c'est le moment où il emménage et où elle explique comment elle est tombée amoureuse. En réalité, on s'aperçoit que le moment où lui prend conscience, il arrive beaucoup plus tard dans sa vie, et il arrive donc trop tard. Donc cette deuxième naissance est quasiment une mort pour lui, puisqu'il décide de partir se faire tuer par le mari. Donc pourquoi je disais tout ça, et après je vous laisse parler et dire plein d'autres choses que je n'ai pas dites. Au fond, ce qui me plaît dans ce film, et alors là, c'est pas du tout, c'est tout à fait contestable, ce que je vais dire, donc j'essaye de le dire de manière pas trop schématique, c'est que je ne peux pas m'empêcher de penser que Ophuls, à partir de la nouvelle de Zweig, réfléchit à
ce à quoi le cinéma américain a beaucoup réfléchi dans les années 30 sous la forme des comédies dites de remariage, des comédies screwball avec des couples qui se disputent, et ensuite avec le mélodrame dans les années 40. Donc, à savoir une forme de différence entre les sexes qui est antagonique, qui est une cloison parfois de verre, mais en tout cas une cloison. Et c'est pour ça que je parlais du fait qu'ils sont dans deux espaces-temps différents. Au fond, ils sont dans deux rapports au temps différents. Lui, disons un rapport plein du présent, hédoniste, etc. Ce qui fait que quand ils dînent ensemble, par exemple, c'est absolument charmant. Il a toutes les bonnes phrases, les bons gestes. Il ouvre le homard pour elle. Et c'est vrai. C'est pas une fausseté de sa part. Donc il arrive à habiter le moment présent. En revanche, on a l'impression que il n'imprime pas le temps long. Hein. Il y a quelque chose qui ne persiste pas, il y a quelque chose de l'ordre de la mémoire qu'il n'arrive pas à sédimenter. Et on se dit que cette différence de rapport au temps, c'est une différence de rapport au monde et que ça devient une sorte d'incommunicabilité entre les sexes. Si on admet ça, que c'est une représentation de ça dans le film, je me dis que le fait que ce type ne reconnaisse pas quelqu'un non seulement qu'il a séduite, mais qu'il a aussi avec qui il a eu un rapport sexuel, visiblement, ce qui était un problème pour la censure. L'idée qu'ils aient donc fait l'amour hors du mariage, puisqu'il y a 7 enfants, et ce qui fait d'ailleurs que dans le film, elle est mariée, alors que dans le texte, non. Donc voilà, donc là encore, problème. Le fait qu'ils ne la reconnaissent pas, alors qu'ils ont des rapports intimes au cours du temps, est-ce que ça n'est pas une sorte de métaphore ou d'allégorie de tout rapport amoureux homme-femme? Voilà. C'est une question que je pose. On n'est pas obligé de le percevoir comme ça, mais souvent je me dis que c'est assez tentant de le voir lui, non pas comme un cas extrême de type d'artiste torturé ou de Don Juan pas possible, mais finalement d'homme ordinaire. On a juste monté un peu le volume, vous voyez, on a juste un peu rendu la chose un peu plus radicale. Je vous laisse avec cette question et je veux bien que par ailleurs on discute du film. Oui, pour revenir sur les décors, il y a 2 petits moments moi que j'ai bien aimés. C'est le passage des tapis. Je trouvais que c'était très bien amené de mettre un tapis, de l'avoir tapé. Et hop, elle tire le tapis, on voit derrière toute l'effervescence qu'il y a dans la cour, alors qu'on n'entendait pas de son. Donc ça m'avait marqué un petit peu et ça allait dans le sens des décors. Et un deuxième moment, c'est la pomme d'amour amenée, où on suit quasiment avec la caméra, on se demande ce que c'est le bâton, et on voit avancer le petit panier pour qu'elle attrape. Et je trouvais que c'était très moderne, cette façon de filmer. Ça m'a beaucoup marqué dans les décors. Et la troisième chose aussi qui m'a marqué, c'est les lumières. Souvent, on est au-dessus des lampes qui sont en fait qui sont pas des ampoules, mais des flammes, quoi. C'est même dans les intérieurs, on voit par-dessus, on voit la petite flamme. Justement, il y a je ne sais plus comment ça s'appelle, celui qui allume les lampadaires, on le voit le soir allumer les lampes, et souvent on les voit monter les lampes dans les lampes à pétrole, et je trouve qu'il y a beaucoup de jeux justement sur ces lumières. Voilà, ça c'était les 3 choses dans les décors, et je voulais amener aussi la similitude entre la vie de la fille et la vie de la mère, qui doit expliquer à sa fille qu'elle doit se remarier parce que tu comprends que ma pension suffit pas, donc c'est nécessaire, donc la condition de la femme qui doit se remarier pour pouvoir vivre. Et finalement la fille revit la même chose, elle est obligée de se marier parce qu'elle a un enfant, et sinon donc finalement on retrouve un petit peu les mêmes schémas qui vont dans le sens de la vie de la femme par rapport à l'homme.
dans ce film-là. Bon, sinon, moi, mon avis sur lui, finalement, c'est quand même un goujat. C'est-à-dire que finalement, c'est le gars qui dit au fait, tu t'appelles comment après, voilà, et qui rappelle jamais. Donc voilà, les temps ne changent pas, mais c'est vrai qu'on sent sur la fin que lui n'était pas prêt à vivre une longue histoire d'amour, alors qu'elle était éperdument amoureuse. Oui, c'est le coup du champagne. Effectivement, sur le travail de la reprise joue aussi dans ce que dit la mère à la fille et ce que vit la fille. C'est même un peu plus complexe dans la scène où la mère dit « je vais me remarier parce que je peux encore être amoureuse et tu comprendras plus tard ». Il y a déjà un jeu, c'est déjà une reprise parce qu'en fait, nous, on se dit « mais elle sait très bien puisqu'elle est amoureuse, la fille, quand elle entend ça ». Sa mère pense qu'elle n'a pas encore eu d'amour, or elle en a déjà eu un. Donc il y a ce jeu justement sur le passé, le futur. On lui parle du futur, mais en fait, elle, c'est déjà son présent. D'être éperdument amoureuse de ce type-là. Donc c'est déjà assez complexe, l'articulation, la projection, et juste tout à fait sur la modulation des lumières avec les becs de gaz et tout ça dont vous parlez. Bon, c'est l'époque, hein, c'est Vienne début 20e, Vienne 1900. D'ailleurs, la grande roue du Prater, c'est la plus vieille d'Europe, 1897, j'avais regardé. Mais effectivement, ces modulations lumineuses, outre le plaisir visuel, elles sont tout à fait parallèles. Elles accompagnent, elles vont dans le même sens que les modulations, que les volutes de la caméra. Il y a quelque chose d'extrêmement ample, qui est vraiment le style d'Ophuls et qui va amplifier encore quand il va revenir en Europe et qui est plutôt bridé à Hollywood, au fond. Mais en tout cas, qu'il a quand même se déploie, si vous l'avez remarqué, c'est que voilà, c'est toutes ces modulations, elles sont à la fois les modulations narratives, dans les dialogues, dans les mouvements de caméra, la façon dont la caméra parcourt les décors comme ça, et dans les différentes sources lumineuses. Ça, je trouve, c'est un très beau travail. Je crois que quelqu'un a le micro, oui. Oui, par rapport à la réflexion de la dame précédente qui disait que ce monsieur était un goujat. Alors effectivement, consciemment, il ne se souvient pas de cette femme, mais dans son inconscient, à plusieurs reprises, on voit qu'il est marqué par le fait de ne pas avoir retrouvé cette femme. D'abord, il reconnaît qu'il n'est plus un prodige, il arrête de désirer d'être un grand pianiste. Ensuite, la deuxième fois où on le voit, il n'est pas sur l'estrade, mais il regarde le concert. Et la troisième fois, son piano est fermé et il n'y a plus du tout de partition. Enfin, c'est mortuaire, comme vous le disiez tout à l'heure. Et ça correspond au niveau timing dans ce qui était dit au moment où il l'a perdu quasiment. Dire qu'inconsciemment, il y a quelque chose qui s'est brisé en lui, oui, sans qu'il le sache. Et ça, d'une certaine façon, comment dire, c'est pour ça que je pense que le mélodrame en général, mais celui-ci en particulier, ne se complaît pas dans quelque chose de macabre, de destructeur, etc. Puisque au fond, on se dit malgré tout, mais s'il avait, d'ailleurs, if only, hein, c'est les derniers mots de la lettre avant une sorte de tache d'encre, et on sent qu'elle est morte à ce moment-là. Si vous aviez trouvé ce qui était déjà trouvé, hein, c'est presque une phrase de l'Évangile, c'est-à-dire que les choses étaient là devant lui. Elle sait vraiment, elle a tout fait pour. Mais il y a quelque chose qu'elle n'a pas franchi. Il y a justement des mots qu'elle n'a pas dit pour provoquer la reconnaissance, et c'est assez bien dit en voix off. Il faut quand même rappeler que Ophuls construit le film, là encore il se démarque de la nouvelle de Zweig en se focalisant entièrement sur le point de vue de la femme. Nous, ça nous paraît évident quand on voit le film que le texte est écrit comme ça, mais en fait non. Et donc c'est quand même une focalisation extrêmement importante. Ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça que je dis qu'il ne se complaît pas dans le malheur ou dans le fait de dire que vraiment les hommes et les femmes ça ne marchera jamais, etc. C'est pas ce que je dis de ce qu'il affirme, parce qu'en fait
effectivement, sa vie, il s'autodétruit, si vous voulez, tel que la descente dont vous parlez, parce qu'il lui manque cet amour, disons, cette capacité à accueillir, à laisser rentrer quelqu'un, laisser rentrer littéralement. Hein. Parce que vous vous souvenez que quand elle rentre dans son appartement, et qu'elle tombe amoureuse de ses objets, avant de tomber, de ses programmes et de ses affiches et tout ça, avant de tomber amoureuse de lui, puisqu'elle ne l'a pas encore vu, au fond, lui, il n'est pas là. C'est ça que j'aime bien aussi dans ce début. C'est-à-dire que cette chose entre eux ne peut s'enclencher de la manière dont elle s'enclenche que parce qu'il a une forme d'absence, lui. Il est absent pas seulement à elle, il n'est pas seulement absent de l'appartement à ce moment-là, il est absent à sa propre vie. Il est déjà, il a déjà une sorte d'incapacité à recevoir ça, à se complémenter avec quelqu'un d'une certaine façon. Et ça, je trouve que c'est extrêmement bien montré dans le film. Et justement, bien montré parce que ce n'est pas psychologisé. C'est-à-dire que nous, on a la liberté, spectateur, de le psychologiser, mais par contre, le film ne disserte pas tellement là-dessus. Alors qu'on l'a vu, hein, si vous êtes venu voir d'autres films hollywoodiens au cours de ces dernières années, Hollywood, notamment dans les années 40, n'a pas lésiné sur la psychanalyse, la vulgate psychanalytique. Donc il aurait pu s'enrouler là-dedans, et finalement ça passe beaucoup par les décors, voilà, par le fait qu'il est à présent absent chez lui, et surtout ce très beau personnage de son valet muet mais pas sourd, personnage très important, donc qui lui est là dans l'appartement la première fois quand elle pénètre dedans sans y être invitée, qui est là à la fin, et surtout bien sûr qui signe la lettre, hein, puisque vous vous souvenez que la lettre, elle n'a pas eu le temps, elle est morte avant, elle n'a pas eu le temps de la signer, et c'est lui qui écrit le nom de cette femme. Ça, c'est un geste extrêmement fort, et évidemment que c'est un geste de présence du metteur en scène à travers ce personnage muet. C'est aussi intéressant comment l'auteur Ophuls se manifeste dans son cinéma, la main du peintre, mais en même temps, c'est pas une main trop lourde parce que c'est un personnage humble, muet, voilà, qui juge peut-être son maître, mais qui en tout cas fait ce qu'il veut, va lui chercher ses trucs à l'épicerie du coin, the usual. Hein. C'est ça aussi, hein, la phrase qui tue dans la dernière partie, aller me chercher les mêmes choses que d'habitude. Hein, les mêmes choses que d'habitude. Donc à chaque fois qu'il ramène une femme, ce sont les mêmes ingrédients à aller chercher à l'épicerie de nuit. Mais donc voilà, importance, je trouve, de ce très beau personnage, d'autant plus important que, comme je vous disais, Max Ophuls, c'est pas quelqu'un qui vient du cinéma muet, c'est quelqu'un qui commence au cinéma, qui s'y intéresse à partir du moment où le cinéma peut parler. Oui. Vous m'avez amené finalement avec vos commentaires dans l'incarnation qu'a l'héroïne de la place qu'elle prend dans son rêve. J'ai aussi l'espace pour m'incarner en tant que ami de l'auteur dans la compréhension que j'ai de cette situation. Oui, juste là-dessus, parce que c'est important, je déplace un peu ce que vous dites, mais ça me fait penser à une chose, qui est que dans le texte, l'amant, Stéphane, c'est un écrivain, donc du même métier que l'auteur, Zweig, tandis qu'ici c'est un musicien. Et c'est très important pour la mise en scène de ce film, puisque comme je vous disais, la musique, elle est travaillée, elle est très travaillée. Et ce Sospiro, donc de Liszt, qui est le morceau qui répète, qui joue, et qui est déjà le morceau orchestré au générique de début, hein, qui anticipe sur le morceau que travaille Stéphane, la musique, elle est le vecteur, je crois, de cette intimité que vous décrivez. C'est-à-dire comment on construit un point de vue dans un film, c'est pas en faisant que des plans subjectifs, comme si la caméra c'était le personnage et qu'on voit tout ce que le personnage voit. Ce serait insupportable et étouffant. On veut voir aussi le personnage, bien sûr.
on veut voir aussi l'héroïne. Donc comment on crée ce canal dont vous parlez et comment on s'insinue dans les émotions du spectateur, c'est par le son. Pour Ophuls, c'est beaucoup par le son et par le travail de la musique. Donc elle-même tombe amoureuse parce qu'elle entend, avec la très belle scène où elle ouvre la petite fenêtre intérieure, vous vous souvenez, que l'on revoit d'ailleurs à la fin, quand les deux personnes viennent le chercher pour le duel, on retrouve la porte avec la petite fenêtre qu'elle avait ouverte, etc. Donc toujours cette idée de revoir le lieu, mais désaffecté, dans une autre situation. Mais donc le rôle du son dans la façon dont elle tombe amoureuse, dont il s'insinue, lui en elle, mais à travers la musique qu'il joue, c'est très important que le personnage soit un musicien. Il y avait une autre chose, mais bon. Oui, l'autre chose que je voudrais dire, pardon, c'est pas en rapport avec ce que vous avez dit, mais ça m'y a fait penser. Je voulais juste réévoquer cette scène, pour moi très importante, du prater, de l'attraction foraine. Moi, c'est l'une des scènes que je préfère. Et quand vous avez évoqué les tapis, le fait que on a une surimpression, on a un fondu enchaîné d'elle et puis de sa tête, et puis ensuite c'est une rupture de ton puisqu'on tape le tapis, c'est très trivial. Enfin, c'est le jour où on enlève la poussière des tapis, et il y a un effet de rideau effectivement. Ensuite, il y a souvent des jeux un peu comme ça théâtraux avec le rideau aussi quand ils mangent du homard au restaurant, dans ce petit salon, cabinet particulier du restaurant, le serveur réajuste le rideau. Voilà, on se dit il va le fermer, puis en fait non, il le réajuste. Bon, toutes ces petites scènes que crée Ophuls, elles sont cette théâtralité-là, elle ne sent pas du tout le théâtre. Elle est purement cinématographique. Et la preuve qu'elle est purement cinématographique, c'est justement ce dispositif, ce manège particulier qui consiste à faire voyager sans voyager et qui les fait parler. C'est-à-dire que c'est vraiment à ce moment-là qu'on s'aperçoit qu'elle se fait un film, mais de toute sa vie, elle s'est fait un film. Elle s'est pas seulement fait un film sur ce voisin, en fait, elle s'est toujours fait des films, puisque son père à elle, c'est là où je vous rejoins avec l'histoire du père, son père biologique, pas le beau-père, il rapportait des brochures de voyage et il parlait du Brésil, etc. Donc tout ça était déjà une construction. En étant dans ce faux train où les décors sont des toiles peintes, ça la renvoie à ça. Donc elle est dans ce régime, on pourrait dire, ce régime de croyance, déjà ce régime imaginaire, amoureux. En fait, on révèle qu'elle a toujours fonctionné comme ça. Et ce qui est amusant, enfin, si on veut, c'est que lui aussi. C'est-à-dire c'est qu'on se dit à ce moment-là que ça correspond à lui, son régime d'amant menteur, si vous voulez, de Don Juan menteur. C'est-à-dire que lui, c'est pas sur le mode du « je rêve » comme ça, mais c'est quand même aussi un discours qui fait exister quelque chose, qui affabule d'une certaine façon. Si bien que quand il sort de la cabine et qu'il veut juste avoir plus de temps pour l'embrasser, en gros, voilà, il dit « nous revisiterons les paysages de notre enfance ». De notre jeunesse, oui, non, pardon, ce serait un peu pas très politiquement correct. Donc voilà, lui-même, il s'ajuste, il s'accorde là. C'est ça aussi qui est beau, c'est que c'est pas deux personnes qui n'auraient jamais dû se rencontrer, qui n'ont rien à faire l'une avec l'autre, etc. Il y a une forme d'accord autour de ce caractère fantasmé, construit, etc. Et qui s'incarne complètement dans cette attraction. Et cette attraction qui serait beaucoup moins intéressante si on n'envoyait pas à la fois donc la circularité, une fois qu'on a épuisé les 5 ou 6 décors, on remet une pièce pour avoir encore les mêmes décors, mais surtout si on n'envoyait pas les coulisses, à savoir que les coulisses, c'est un vieux couple fatigué. C'est même pas de remettre une pièce dans une machine, ça n'est pas mécanique, c'est pas un objet mécanique. C'est véritablement le type qui pédale et puis sa femme qui prend l'argent. Et en fait, bien sûr que du coup, c'est très drôle, c'est presque burlesque, ou ironique, mais en tout cas sur la conjugalité. C'est-à-dire que derrière tout jeune couple en devenir, il y a un vieux couple qui sue, je dirais. Oui, mais vous...
Oui, l'orchestre s'arrête et vous vous souvenez de ce moment très drôle où ils se disent bon, enfin avec les couples mariés au moins ils rentrent chez eux, quoi, on est tranquille. Et voilà, ça clôt. Et ils n'ont jamais été aussi ensemble qu'à ce moment-là, d'ailleurs, hein, puisque ça précède la nuit qu'ils vont passer. Oui, je voulais insister moi aussi sur cette histoire de décor, en me disant aussi qu'on était quand même peut-être dans une métaphore du cinéma là complètement, aussi. Complètement, de bien même sûr, que quand il fait tous les films parlent de cinéma de toute façon, d'une façon ou d'une autre, comme tous les romans parlent de l'écriture. Oui, tous les films parlent de cinéma, mais tous ne trouvent pas le bon lieu et le bon décor pour en parler. Et là, il a vraiment trouvé un décor qui est à la fois mécanique et humain, puisqu'il faut ce type qui pédale. Et donc ça, c'est quand même une métaphore particulièrement bien trouvée. Oui. De même que quand il prendra le manège comme métaphore, à un moment, dans la ronde, le manège implose. Hein, c'est pas de la joliesse. C'est jamais de la joliesse, de même que là, c'est pas non plus joli de voir les décors. C'est un peu pathétique. On a presque envie qu'il s'arrête pour que le pauvre vieux puisse se reposer, quoi. Donc il y a toujours quelque chose de cruel, quand même, il me semble. Ah, mais par définition, un manège, c'est cruel, parce qu'on ne maîtrise pas ce mouvement et parce que c'est l'éternel retour aussi. Oui, voir l'inconnu du Nord Express d'Hitchcock. Bonsoir. Je voulais savoir ce que vous aviez pensé des deux touches légères, voire humoristiques, en rapport avec la musique. Vous aviez parlé tout à l'heure de l'aspect un peu pompier de l'orchestre à Linz, mais je trouvais que le jeu du chef d'orchestre est quand même assez particulier. Et même chose, touche légère, voire humoristique, avec le petit orchestre de femmes, déjà, au Prater. Ça, c'était ma première question. Et la seconde était alors, peut-être que j'ai peut-être l'esprit mal tourné, mais j'ai trouvé que la mise en scène, l'espace d'un quart de seconde, laissait planer un doute sur le métier qu'elle faisait quand elle rentrait à Vienne. Parce que quand je l'ai vue, enfin, on ne la voit pas tout de suite, mais on voit d'abord une autre jeune femme qui travaille dans le même lieu, et on la voit un petit peu déshabillée, et j'ai trouvé en plus que, je ne me rappelle plus exactement les mots, que ce soit en anglais ou en français, le commentaire off, qui faisait penser, enfin moi tout de suite j'ai pensé qu'en fait elle était dans une maison close. Voilà. Oui, c'est pas vous qui avez l'esprit mal tourné. Okay. Effectivement, non, tout à fait. C'est ce qui est impliqué de manière pas spécialement légère d'ailleurs, qu'il y a une dimension potentiellement prostitutionnelle. C'est-à-dire que ça n'est pas un bordel, mais en tout cas, les clients qui viennent reluquer les mannequins ensuite peuvent essayer de sortir avec elles et donc d'avoir une relation alors plus ou moins tarifée, plus ou moins d'entretenir les jeunes filles. Et elle dit « mais moi, je ne faisais pas ça ». Et évidemment, comme on comprend un petit peu la logique de ce film, on sait que un jour, oui, elle le fera. Et de fait, elle va le faire, entre guillemets, avec ce client. C'est-à-dire qu'elle, qui ne s'imagine pas du tout dans son point de vue, de même que dans son point de vue, elle n'est pas masochiste, par exemple, alors qu'on pourrait la décrire comme quelqu'un d'assez masochiste dans sa façon d'insister auprès de cet homme qui ne la reconnaît pas. De même, elle ne se pense pas du tout comme dans un rapport prostitutionnel. Et pourtant, à un moment, on le voit lui rentrer, jouer le client, etc. Alors après, c'est déminé, puisqu'il lui dit je pars, je voulais absolument vous revoir, etc. Mais au fond, en attendant, il a été dans ce siège et il a été le spectateur qui paye pour voir. Donc bien sûr qu'il y a tout à fait cette allusion, parce que, et ça c'est très propre aussi au mélodrame, c'est-à-dire qu'on a bien conscience des dangers qui attendent une femme qui essaye de s'autonomiser. Vous le disiez, économiquement, faut soit qu'elle trouve un mari riche, soit que... Bon. Donc là, c'est complètement ça, même quand elle n'a pas encore son enfant. Le simple fait d'avoir décidé de revenir à Vienne, comment vivre, bon, elle est la fille qui ne se prostitue pas dans
cette maison de mannequins dont on peut croire que... Et d'autre part, il y a un plan qui s'ouvre. Alors après, j'ai oublié la suite de la scène, mais vous ne l'avez peut-être pas oublié, vous. Un peu bizarre, puisque c'est un plan vide sur un décor où on voit juste la machine à coudre. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ça doit être peut-être ce plan où elle fait l'essayage, je ne me souviens plus. Mais au début, on ne voit que ça. C'est étrange, on ne voit que la machine à coudre. Or, en fait, la machine à coudre, c'était vraiment la seamstress, la couturière. C'était une sorte d'image, si vous voulez, métaphorique pour parler de la prostituée dans les films qui ne pouvaient pas aborder directement ce thème. Et c'est un petit peu resté quand on voit une machine à coudre. Voilà. C'est-à-dire comme si montrer une couturière, c'était une façon de dire, en fait, on ne peut pas vous dire, mais elle gagne sa vie en se prostituant. Donc je me dis que ce plan qui s'ouvre uniquement sur la machine à coudre, voilà, il y a aussi ce danger-là. C'est aussi pour nous montrer que le mari militaire riche qu'elle épouse après, c'est pas par goût des fourrures. Enfin, je veux dire, c'est aussi une contrainte que Jacques Demy d'ailleurs reprendra. Hein. Jacques Demy, grand admirateur de Max Ophuls, qui cite Ophuls très souvent. Il y a toute cette histoire dans Les Parapluies de Cherbourg, à la fin où on voit Deneuve en grande choucroute riche. Et c'est pas des femmes qui se sont mariées pour avoir des objets bourgeois. C'est une sorte de contrainte sociale des filles mères, comme on disait. Bon, voilà. Voilà, vous avez expliqué bien l'univers de la jeune femme qui vit dans l'imaginaire très intensément, et en cela, elle est vraiment le contraire de lui qui vit l'instant, intensément aussi. Il est séduisant, d'ailleurs, il nous séduit aussi, et peut-être tellement le moment intensément qu'il reste toujours à la surface. Et que pour cette raison, voilà, les femmes passent, il ne se souvient plus. Voilà, c'est ce que j'ai remarqué et ce qui explique un peu le fait qu'ils ne peuvent pas vivre ensemble. Voilà. Oui, tout à fait, mais on a tout de même ces plans à la fin. Alors moi, quand je le revois, je me demande toujours si j'aurais préféré qu'ils n'existassent pas, mais existassent. Non, au pluriel, existassent, au pluriel, ces plans. Parce que c'est les plans où on le voit dévasté quand il lit la lettre. En même temps, on veut absolument voir ces plans. Parce que ça nous restaure dans la croyance à une forme d'humanité, malgré tout. Hein, les goujats, mais c'est des hommes, c'est des humains. Bon. Mais je me dis que s'il n'y avait pas eu ces plans où il est défait, c'est-à-dire où même son visage nous semble déformé par ce qu'il est en train de lire, et où il en oublie de sortir par la petite porte à 4 heures du matin au lieu d'aller se faire tuer je ne sais pas où, au duel. Voilà, s'il n'y avait pas eu ces plans-là, il ne se serait jamais raccordé d'une certaine façon. Donc voilà, moi c'est plus par rapport à ça que je... Est-ce qu'il n'aurait pas dû aller au bout et ne pas... Alors moi, je me suis dit que c'est elle qui avait loupé un coche dans cette histoire. Bien. Parce que ce petit geste merveilleux qu'elle a pour lui remettre les pans de la veste au moment de la promenade, quand il fait peut-être un peu froid le soir, et qui dit « personne ne m'a jamais fait ça ». Ça, c'est le moment de l'amour. C'est là qu'il fallait qu'elle saisisse ce truc, parce que quand ça arrive, c'est bien. Et on attend, enfin moi j'ai attendu qu'elle le refasse, ce petit geste, parce qu'il cherche de façon sincère quand même. Il cherche à la fin, mais
parce qu'il est troublé. Il l'a déjà vu, et voilà, et sa mémoire, bon, on attend un petit moment un peu proustien comme ça, et là, elle le faisait, c'était peut-être gagné. Je me suis dit, elle l'a pas fait. Et elle se ronge, et lui, effectivement, il fait sa grande diva qui va chercher du champagne, et tout est fichu, c'est sûr, mais c'est elle qui a loupé le coche. Alors, elle a quand même acheté un bouquet de roses blanches. Oui. Qui donc, dans toute ça, parce que elle, c'est une activité sémiotique, on pourrait dire, de lecture des signes complètement frénétique. Donc, elle génère des signes. Voilà. Donc, lui a offert une rose blanche il y a 1000 ans. Elle va, en revenant, elle va acheter un bouquet de roses blanches. Ça ne marche pas, il ne raccorde pas. Hein, c'est un problème de raccord, enfin de faux raccord. Donc, bien sûr que le film est complètement... et ça, c'est le mélodrame. Si vous avez vu Palombella Rossa de Moretti, à un moment, dans la piscine, il diffuse Docteur Givago. Et il y a une scène où tous les gens de la piscine sont là, mais descends du bus, c'est elle qui passe dans la rue, mais vas-y. Et tout le monde est comme un truc sportif, en disant, mais descends. Bon. Et en fait, le mélodrame est quand même beaucoup basé sur cette désynchronie amoureuse. En général, c'est des chassés-croisés, hein, comme à la fin des Demoiselles de Rochefort, on se dit mais elle est partie dans l'arrière-boutique, mais c'est lui qui vient de rentrer, mais c'est pas possible. Bon, donc ce truc-là, ça se joue, mais ce qui est beau dans ce film-là, c'est que ça se joue en leur présence. C'est-à-dire qu'ils sont quasiment dans la même pièce, et pourtant... ils se ratent. C'est comme si c'était un chassé-croisé, mais dans une toute petite boîte, dans l'espace du plan. Et c'est ça qui est enfin, virtuose, quoi, qui est encore plus... C'est encore mieux. C'est le fait qu'elle ne franchisse pas. Or, c'est un personnage que l'on voit sans cesse franchir des seuils, monter des escaliers, dès qu'elle est petite, dès qu'elle est jeune. Elle ne fait que ça. Je veux dire, elle commence par trespass, par rentrer dans l'appartement sans y être invitée, etc. Donc on se dit, pourquoi elle ne peut pas faire le pas qui consisterait à lui dire « mais je suis ta voisine depuis que j'ai 15 ans et je suis amoureuse de toi depuis que j'ai 15 ans ». Ça, c'est autre chose. C'est une autre dimension qui est langagière d'abord, alors que tout ce qu'elle fait, c'est infra-langagier. Donc c'est effectivement le geste qu'elle ne va pas faire, alors qu'elle en a fait 1000 autres. C'est là-dessus que le mélodrame joue, bien sûr. Oui, mais justement, je voulais aller là-dessus, effectivement. Pour moi, le mélodrame, c'est ça. C'est en fait l'impossibilité d'aligner les planètes des personnages entre eux. Et à travers ça, moi, je me dis que entre ce qui est voulu, souhaité et raté, il y a beaucoup d'interprétations possibles et d'ambiguïté, en fait, dans tout le film. Parce que, quelque part, je pense qu'effectivement, on voit bien cette différence de traitement social entre un homme et une femme. Louis Jourdan, c'est typiquement le personnage qui a tout pour lui. Il est beau, il est riche, il a du talent, toutes les femmes sont à ses pieds, mais en même temps, et c'est bien dit, et elle l'a compris à travers les paysages de Suisse, de dire en fait, quand tu as monté une montagne, tu veux toujours celle d'après qui est sans doute encore plus haute, etc. Et lui, il le sait aussi. Il est dans une quête effrénée qui peut pas, dans laquelle il ne pourra jamais rencontrer le bonheur, quoi. Et inversement, enfin pas inversement, elle, d'un autre côté, elle a un petit peu ça aussi, mais de manière un peu différente vue de moi. C'est-à-dire effectivement tous les moments dont vous l'avez dit où elle est quand même à 2 doigts de vraiment le séduire et elle s'arrête avant. Peut-être que quelque part c'est un peu voulu parce qu'elle-même elle se dit oui mais si j'arrive à le choper, bah en fait ça va pas durer longtemps. Donc quelque part il faut peut-être le connaissant, ça va pas durer longtemps. Donc tant que j'ai pas réussi à mettre vraiment le grappin dessus, je peux toujours vivre dans l'illusion qu'un jour je mettrai le grappin dessus. Bien sûr, ça lui permet une reprise infinie. Exactement. On pourrait aussi se dire que elle peut attendre que lui fasse ce franchissement, sans quoi son amour à elle serait trop de son côté à elle. Et donc il faut aussi, elle attend aussi quelque chose de l'autre. Donc elle veut bien apporter le bouquet, mais il faut qu'il reconnaisse que ça renvoie à 10 ans avant la rose blanche. Et je trouve que ce qui est intéressant aussi dans les deux autres personnages masculins principaux, on va dire, donc le mari
et le domestique, c'est qu'ils ont un regard très particulier en fait sur Louis Jourdan. Eux, ce sont aussi des hommes, eux aussi pourraient prétendre, sauf que et l'un et l'autre n'ont pas un certain nombre d'atouts qu'a Jourdan. Et quelque part, ils ont un rapport à la fois d'admiration et de haine, quoi, vis-à-vis du personnage, en disant mais il a tout pour lui et en fait et ça lui suffit pas. Alors que nous on rame et que le mari quelque part, il se dit mais quand même, il le dit pas expressément, mais il y a quand même de ça. J'ai fait tout ce que je pouvais, quoi. J'ai quand même été assez compréhensif vis-à-vis de la personne que j'ai mariée, qui avait déjà un enfant et sur lequel c'est pas moi qui demande à ce qu'il m'appelle papa, enfin tout ça. Et puis bon, l'autre il réapparaît et claque et voilà. Oui. Et donc en fait il y a vraiment cette histoire dans ce type de film, souvent dans le mélo, mais là particulièrement, où il nous dit quand même que la possibilité du bonheur tel qu'on peut l'imaginer, en fait, il n'est pas possible. Et ça me fait penser d'une autre manière, alors c'est un petit peu éloigné peut-être, mais un certain nombre de cinéastes, je pense par exemple à Brian De Palma, qui sont toujours dans la recherche du moment parfait, quoi, du son parfait, du moment parfait. Et je trouve qu'il y a un peu de ça. C'est-à-dire que Fulls nous dit, en fait, il n'existe pas ce moment parfait. On n'arrivera jamais à le voir, quoi. Sur cette non-coïncidence, hein, la vie est faite de choses qui ne se joignent pas. C'est Jean-Henri Rocher qui a écrit ça dans Les Deux Anglaises et Le Continent et que Truffaut a cité plusieurs fois dans Jules et Jim et dans Les Deux Anglaises. Oui, alors je dirais à la fois oui et à la fois remarquer la construction alors du film lui-même, hein, du scénario lui-même, d'avoir ces deux personnages masculins secondaires qui fonctionnent exactement comme le prologue et l'épilogue, selon cette logique d'encadrement. Ils sont effectivement, c'est un cadre. Et d'ailleurs, eux, ils tiennent leur ligne. Le mari, il incarne le mari, il ne cherche pas à devenir l'amant pour essayer de récupérer sa femme. Voilà, il est droit dans ses bottes de militaire. Et pareil, le domestique, il ne sort pas de sa fonction, lui dit d'aller chercher des trucs. Il n'est sans doute pas d'accord sur cette relation qui devrait être mieux que ça. Et il le fait quand même. Et donc, d'avoir construit, d'avoir écrit ces deux personnages, ça permet une dimension d'extériorité, justement. Ça construit une extériorité sur cette histoire d'amour telle qu'elle est vue principalement par elle, mais éventuellement aussi par lui, puisque lui est celui qui lit la lettre. Il est celui qui lui survit, donc il est celui qui lit la lettre. Et donc on a deux extrêmes subjectivations, disons, elle et lui, et puis on a cet encadrement-là, cet effet de réel, on pourrait dire, cet effet d'extériorité à l'intérieur du récit. Et ça, je trouve ça d'une grande virtuosité d'écriture. C'est à la fois simple, c'est des personnages, ils sont là, c'est normal, elle se marie, il y a un mari, bon. Et en fait, c'est très beau d'avoir réussi à créer cette dimension extérieure sans que cette dimension soit portée par la société, par exemple. Il pourrait y avoir, vous savez, les journaux en parlent parce que c'est un couple connu, ou bien, bon, toute cette dimension-là de comment on fait exister la société. C'est ce que fait elle et lui, hein, par exemple, puisque ce sont des personnages, enfin, lui est un personnage médiatisé, donc on a tout un truc autour du côté mondain de la chose et médiatisé. Ça pourrait, mais là, c'est beaucoup plus subtil parce que c'est incarné par ces personnages discrets. Juste lui, l'amant, le pianiste, on a écrit sur lui que c'était un personnage entre guillemets féminisé. Alors c'est un peu étonnant comme parce que vous dites il a tout, il est beau, c'est l'homme parfait, mais féminisé, c'était dans le sens où il est pris lui-même effectivement dans un imaginaire, alors plutôt narcissique. Et comme il voit qu'il n'a pas réussi, voilà, il est lui piégé là-dedans, quoi. Il peut pas réussir en amour puisqu'il réussit pas dans son art, etc. Mais au fond, on voit que les deux sont effectivement piégés dans une forme de temporalité répétitive. Donc lui, la répétition, elle est donjuanesque, un clou chasse l'autre, quoi. Et elle, la répétition, est à chaque fois, on va espérer que c'est le moment où enfin il va reconnaître, à chaque fois, jusqu'à en mourir, enfin, d'une certaine façon, ou jusqu'à... Donc, effectivement, oui, il y a ça qui les rapproche, ce rapport à un temps qui fait retour, je dirais.
Peut-être, je ne sais pas si on a le temps de passer juste, pas vous retenir trop longtemps, mais j'espère qu'on reverra d'autres films d'Ophuls. Mais je vous ai juste apporté un extrait de Madame 2, 3 petits points, avec Daniel Darieux, puisque quand Ophuls revient en France, il va tourner principalement avec Daniel Darieux, dans lequel c'est aussi l'histoire d'une femme amoureuse d'un homme qui l'aime aussi, mais en fait, qui ne peut pas répondre à l'intensité de la façon dont elle aime. Voilà. Pour équilibrer un peu, pour pas parler que de goujaterie. Voilà, donc je vous montre juste une scène, 1950. Bon, c'était pour vous montrer Vous voyez comme ça répond à votre remarque sur les lumières, hein. Il a poursuivi ça, et puis il a juste un peu radicalisé son idée, qui était plus drôle dans le film qu'on a vu, mais là il a quand même poussé, c'est-à-dire comment on montre tout le début d'une liaison uniquement par les valses, par l'effet de montage qui fait que c'est qu'une seule valse, et en même temps toute l'évolution déjà du début, et cette idée que des amants n'ont ni feu ni lieu, hein, ils ont pas de lieu où se voir, et il n'y a que dans le moment de la danse qui peuvent être physiquement ensemble. Donc vous voyez comme il a à la fois poussé ça, c'est 2 ans après, c'est à la fois plus lourd mais plus accompli, disons, dans le geste, plus marqué, avec cette espèce d'effet de fondu au noir, avec la bâche qui recouvre la harpe, la musique qui finit comme ça. Je trouve ça assez beau. Donc je vais éteindre cette séance comme la bougie qu'on étouffe, mais revenez tout de même. Et oui, mais revenez J'ai quand même l'art de faire une espèce de funérailles. C'était pas prévu. Du coup, la prochaine fois... Le 11 mars, pour une place au soleil. Ah ben voilà, le soleil revient. Le 11 mars, film qui est rarement projeté. Donc venez, en plus avec 2 acteurs magnifiques, Montgomery Clift et Elizabeth Taylor. Donc voilà, il faut absolument venir. Merci.